Bonjour, bienvenue, c'est vendredi et c'est l'heure de retrouver Plus d'actu, votre émission où l'on prend le temps de poser des questions, d'écouter les réponses et on va se pencher sur une actualité particulièrement chargée cette semaine. Des révélations du côté du CPS d'Anderlecht, une élection communale invalidée dans la commune de Saint-Josse, une majorité qui se fait toujours attendre à Scarbeck, une autre qui est connue à Forêt. Tout cela fait réagir du côté de l'opposition régionale, notamment le parti écolo. C'est donc sa coprésidente bruxelloise qui vient répondre à mes questions, à vos questions, celles que vous avez posées via les réseaux sociaux. On l'accueille, elle s'appelle Anaïs Camus. Bienvenue à elle. Bonjour Anaïs Camus, merci d'être là. On l'a dit, première actualité de cette semaine, révélation des médias flamands. Il y a eu des personnes qui ont bénéficié parfois complètement illégalement, hors la loi, d'aides importantes du CPS dans la commune d'Anderlecht. Votre parti n'a pas la présidence du CPS, mais vous étiez, votre formation était dans le collège. Est-ce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond du côté de ce CPS ? Alors déjà, je pense que c'est important de clarifier le fait que oui, c'est problématique, c'est inquiétant en fait d'apprendre ce genre d'informations. Inquiétant parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de cette aide, mais aussi inquiétant parce que quelque part, ça entache une fois de plus l'image du politique à un moment où on a envie que les citoyens nous fassent confiance plutôt qu'autre chose. Effectivement, nos représentants à Anderlecht avaient eu vent de peut-être dysfonctionnement au sein du CPS. Un audit avait été demandé, des recrutements étaient en cours justement pour essayer d'améliorer la situation. Donc on savait que les choses n'étaient pas idéales. Maintenant, on sait que dans beaucoup de CPS, les choses sont difficiles parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que la demande est de plus en plus importante, les attentes envers les CPS sont de plus en plus importantes. Donc, est-ce que c'était simplement ça le problème ou quelque chose de plus grave ? Ça, je pense qu'il sera nécessaire de faire la lumière sur la situation de manière plus précise et en se posant des questions sans tabou. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas de tabou, on peut même envisager, vous avez l'impression que ce sont des erreurs dues à un manque de moyens, ce sont des négligences ou du clientélisme ? Alors, je ne peux pas me permettre de juger de là où je suis. Je pense qu'il faut une vraie enquête. Il faut creuser la question. Si c'est du clientélisme, c'est grave, c'est problématique. Et il y a peut-être un peu de plusieurs choses, de plusieurs éléments qui rentrent les uns dans les autres. Moi, ce que je veux juste vraiment insister, c'est les CPS, de manière générale, sont en vraie difficulté sur la région. On le voit dans beaucoup de CPS. Les assistants sociaux doivent gérer énormément de dossiers. Est-ce que ça veut dire que du coup, ils vont plus vite ? Ils sont moins rigoureux dans la manière dont ils approchent les dossiers parce qu'ils doivent aller aider des gens, ils doivent aller vite, ils ne font pas les vérifications nécessaires. C'est aussi une possibilité et on doit quand même ne pas, sous couvert de clientélisme, ne pas se poser les bonnes questions d'un système qui a besoin de réforme, qui a besoin d'être amélioré. Il y a des ministres de tutelle, notamment à l'échelle régionale. Il y a une compétence fédérale qui porte la responsabilité si jamais il y a vraiment quelque chose qui a fauté en termes de contrôle ? En termes de contrôle, clairement, la responsabilité est du côté du gouvernement fédéral, qui est le plus habilité en fait, à faire des modifications sur les lois qui encadrent les CPS. Et nécessairement, on doit pouvoir se poser la question de est-ce qu'on doit modifier cette loi organique, donc la loi qui chapeaute les CPS. Est-ce qu'on doit la modifier ? Dans quel sens ? Et nous, on pense qu'il est important de pouvoir la modifier pour clarifier certaines choses. Certains présidents de CPS s'octroient des pouvoirs, en fait, d'octroi d'aide, mais en fait, la loi leur permet. Le permet sans vraiment le réguler, sans vraiment le cadrer. Et donc, à quel moment est-ce qu'on dépasse l'éthique, à quel moment on aide quelqu'un qui n'aurait pas le droit, à quel moment ça devient du clientélisme ? La loi n'aide pas, en fait, à clarifier ces choses-là. Un CPS ne va pas agir de la même manière à Anderlecht ou à Forêt, c'est pas normal. On doit pouvoir uniformiser les pratiques aussi pour que les citoyens aient les mêmes droits, aient les mêmes ressources et que finalement les décisions soient appliquées, peu importe la majorité régionale, peu importe la majorité fédérale, peu importe la majorité communale, en fait, que ça soit beaucoup plus objectivé. Au fédéral, Karine Lallieu a dit qu'elle avait eu vent de problèmes, mais pas de magouilles, pour faire simple. Est-ce que Alain Marron, qui a une tutelle régionale, avait lui aussi eu des informations sur des dysfonctionnements et qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Alors, les informations sur les dysfonctionnements, on les avait. Et en fait, ce qui a été fait par nos conseillers CPS et par notre présence en fait, au sein du collège, qui a été la demande d'un audit. L'audit a eu lieu, les recommandations ont été reçues et donc maintenant, il va falloir les appliquer. Et des recrutements, notamment en termes de gestion managériale, ont été faits. Les processus ont été longs. Donc, en fait, des choses ont été faites. Voilà, le scandale, si c'en est un, sort maintenant. Est-ce que dans 2 ans, les choses se seraient améliorées de toute façon grâce à ces aides-là ? Peut-être. Voilà, les choses sont lancées. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire ? Puisque vous le dites vous-même, peut-être que si on va gratter dans d'autres CPS, on verra les mêmes dysfonctionnements. Est-ce qu'il faut que les parlementaires se saisissent de ce dossier ? Et si oui, lesquels ? Les parlementaires bruxellois, les parlementaires fédéraux ?
Alors, est-ce qu'il faut une commission d'enquête? Si c'est des dysfonctionnements parce qu'on ne donne pas assez de moyens au CPS, il ne faut pas une commission d'enquête. Il faut modifier la loi, comme je le disais tout à l'heure. Si effectivement il y a eu clientélisme, il y a eu abus de pouvoir, alors oui, il faut une commission d'enquête. Je n'ai pas d'avis sur le niveau de pouvoir qui devrait pouvoir le faire. C'est vrai que c'est compliqué. On est encore une fois dans la lasagne institutionnelle où plusieurs ministres se partagent la compétence. Je pense que si on veut en tirer des conclusions peut-être plus précises, plus utile pour modifier la loi, alors pourquoi pas le Parlement fédéral, mais voilà, sans aucune certitude. Et dernière question, Karine Lallieu l'a dit, certains devront peut-être rembourser. Mais c'est assez délicat parce qu'il y a quand même des gens là-dedans qui sont dans des situations précaires, qui ont peut-être bénéficié de plus d'argent que ce à quoi ils avaient droit, ou qui ne savaient sans doute pas qu'ils n'étaient pas dans les conditions d'éligibilité, si on a voulu, par clientélisme, leur faire avoir droit à des avantages. Alors comment on va faire la ligne dans ces cas-là entre qui doit rembourser, qui ne doit pas rembourser? Quelle sera la recommandation d'Écolo? Je rappelle, vous êtes coprésidente Écolo à l'échelle régionale. Et donc c'est affreusement terrible, puisque les gens qui vont au CPS, pour la plupart, et alors peut-être pas ces deux journalistes, mais les gens qui vont au CPS... Eux, ils ont dit qu'ils allaient rembourser. Voilà. Oui, ça, c'est deux journalistes qui ont fait l'investigation. Oui, j'imagine bien que... On dit qu'ils allaient rembourser, mais il y en a peut-être d'autres qui ont bénéficié et à qui on va demander de rembourser, qui ne sont pas devenus riches entre-temps, qui ne savaient sans doute pas de bonne foi. Qui étaient de bonne foi, oui. Ouais. Les personnes de bonne foi qui vont au CPS ont besoin de cet argent et l'argent est dépensé. Alors non, on ne va pas pouvoir leur demander de rembourser. Mais comment on va faire pour estimer ça? On va devoir enquêter sur chaque dossier? Je pense qu'il n'y aura pas une enquête sur chaque dossier. En tout cas, ça ne me semble pas réaliste. Au vu de la capacité et la charge de travail déjà des personnes dans les CPS, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut tout recalculer de manière efficace et vraiment pouvoir dire vous devez, vous devez pas, vous devez. Ça me paraît impossible en fait en termes de charge de travail tout simplement. Et vous avez toute confiance dans les autorités de tutelle qui vont mener le travail d'analyse pour faire la différence entre ce qui était dû à un manque de moyens, ce qui était de la négligence qui aurait pu être évitée et ce qui est du clientélisme. Là-dessus, vous êtes rassuré? Bien sûr, et je pense que de toute façon, des députés, si c'est une commission d'enquête, et les personnes adéquates feront le travail de vérification et seront attentifs à vérifier que tout se passe comme il se doit. Donc l'hypothèse d'une commission d'enquête parlementaire, si c'est en tout cas plutôt du côté du fédéral, chez Écolo, on est prêt à l'étudier? Oui, bien sûr. Okay. Comme on l'a fait dans d'autres domaines, par exemple le SAMU social, où on a vu qu'il y avait des dysfonctionnements et on est allé jusqu'au bout pour clarifier la situation et nous assurer de la meilleure gouvernance des institutions bruxelloises. Alors une autre commune où il y a eu là une décision de justice, d'un organe en tout cas, c'est la commune de Saint-Josse. Il y a des gens de Saint-Josse qui nous regardent maintenant. Votre parti fait partie des plaignants qui a demandé l'annulation du scrutin communal. Qu'est-ce que vous dites à ces habitants de Saint-Josse qui ont été votés? Peut-être pour Émir Kir, peut-être pour Ahmed Moussine qui tirait la liste écolo, et qui ne comprennent pas pourquoi, pour quelques centaines de bulletins ou quelques bulletins de vote, on irait revoter. Alors moi, j'ai envie de leur dire d'être rassurés. En fait, d'être rassurés envers les institutions qui démontrent, par ce genre de situation, qu'elles fonctionnent. On a des soupçons, on remarque peut-être des irrégularités, on a des doutes. On a une commission, un conseil juridictionnel, qui peut se saisir du dossier, qui peut enquêter et qui peut déterminer si oui ou non il y a eu des problèmes dans l'organisation de l'élection. Il s'avère que le Conseil dit qu'il y en a. Et en fait, c'est la base de nos démocraties, c'est d'avoir des pouvoirs, comme ça, des contre-pouvoirs, qui peuvent venir vérifier que la démocratie s'organise comme elle peut. Et donc là, ça a fonctionné. Ils ont pu dire, il y a un souci, et on va annuler les élections. Alors oui, se dire que c'est peut-être compliqué, il va falloir revoter, il va falloir tout réorganiser, les citoyens vont devoir se mobiliser à nouveau, nos équipes vont devoir se mobiliser à nouveau. Mais en fait, moi, je trouve ça plutôt sain de se dire, OK, il y a eu un problème, on l'a identifié, on annule, on recommence. Et du coup, après ces élections-là, le résultat sera encore plus légitime puisqu'il aura eu lieu dans des meilleures conditions. Et donc moi, je pense qu'il faut être rassuré, même si c'est un peu... c'est la première fois dans l'histoire de la région bruxelloise. Quand c'était encore une province, il y avait eu un cas aussi en 82. Ouais. Donc on n'est pas habitué à ce genre de choses. Mais voilà, il faut se dire que c'est sain et ça démontre que nos institutions fonctionnent comme elles se doivent. On parle quand même de plusieurs dizaines de procurations qui ont été signées hors la loi, le jour même, par la même personne. Est-ce que, de ce que vous avez comme information, Émir Kir est personnellement impliqué? C'est lui le grand gagnant dans ce système, comme les sociologues l'appelleraient? Alors, en tout cas, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. On a eu un chiffre, un pourcentage de dérogation qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. On a eu des soupçons, on a dénoncé une utilisation peut-être pas tout à fait correct du site web de la commune pour faire valoir la liste du bourgmestre. On a eu plusieurs comme ça questionnements sur un comportement qui effectivement repose sur la liste du bourgmestre. C'est pas mon travail de déterminer si oui ou non il y a abus. Ça serait
pour le coup, pas démocratique qu'un autre parti puisse juger. Et donc, c'est le travail du Conseil en qui j'ai complètement confiance et qui a fait ce travail-là. Parce que les élections sont invalidées, mais à ce stade, Émir Kir n'est pas poursuivi. Vous avez des éléments qui vous laissent entendre qu'il est personnellement impliqué dans ce qui a fait invalider ? À ce stade, non. Lui, il se dit victime, d'ailleurs, d'une forme d'acharnement, parce qu'il serait un bourgmestre qui dérange, parce qu'il n'a plus de parti derrière lui et qu'il a fait un des plus gros scores, le plus gros, en tout cas dans la région. Écoutez, moi ce que je note, c'est que déjà en 2018, il y avait eu des recours toujours dans la même commune. Ici encore, il y a des doutes, il y a des éléments interpellants. Moi, je ne vais pas juger de sa responsabilité directe, de s'il l'a fait volontairement ou pas. Les résultats le diront, en fait. Les prochains résultats le diront. Vous accepterez le résultat, quel qu'il soit, même si Émir Kir fait peut-être encore plus de voix qu'il n'en a fait bien précédemment. Bien entendu. Alors, est-ce que ça nous dit quelque chose de ces fonctions de bourgmestre, de ces listes du bourgmestrat en région bruxelloise lors des dernières élections? Là où il y a eu une majorité absolue, à Saint-Josse, mais on pourrait citer d'autres communes, c'était chaque fois une liste du bourgmestre. Est-ce que ça nous dit quelque chose du rapport que le citoyen a et que le bourgmestre a avec la population dans notre système? Il y a bien entendu un lien particulier des citoyens avec leur bourgmestre, on le voit au quotidien. Donc moi j'étais échevine, je suis échevine sortante. On voit bien que le citoyen reconnaît son bourgmestre, reconnaît un peu moins ses échevins, mais en tout cas reconnaît le collège communal et donc se crée une relation particulière qui effectivement peut rapidement devenir peut-être problématique dans la mesure où on peut personnaliser les choses et avoir l'impression que c'est le bourgmestre qui donne. Alors qu'en fait il y a des règles. Il y a des règlements. Moi, j'étais échevine du logement, par exemple. On ne peut pas attribuer un logement comme ça si on le veut. Il faut respecter un ensemble de règles. Et donc, il faut quand même réussir à maintenir cette distinction entre, oui, le bourgmestre est le chef de la commune, oui, il est proche de ses citoyens, mais ça ne veut pas dire qu'il peut leur octroyer des passe-droits ou en tout cas ne pas respecter la règle telle qu'elle est faite. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le CPS indirect. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part à l'échelon local cette idée qui est entretenue que ton élu local pourra faire quelque chose pour toi, va le prouver, et c'est ça qui amène à un moment donné des infractions à la loi? Alors, c'est important que les citoyens puissent être en contact avec leurs élus locaux. C'est vraiment essentiel puisque c'est un retour du terrain, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. C'est un thermomètre constant de la population et donc le lien doit être présent. Mais il faut le faire avec éthique et ça, c'est la responsabilité de chaque élu de rester droit dans les règles et dans les bottes. Et s'il y a un problème, alors il y a des recours possibles, il y a des organismes qui s'occupent de vérifier que les règles sont bien respectées. Mais vous avez le sentiment qu'en région bruxelloise, de manière générale, on a cité Annerlecht, on a cité Saint-Josse, on pourrait prendre d'autres communes, dans ces permanences sociales, dans ces rencontres directes, les élus locaux jouent toujours le jeu du respect de la loi ou bien parfois ça sert aussi de formidable axe de communication politique? Je ne me permettrai pas de juger comment est-ce que mes collègues occupent leurs fonctions, d'autant plus que je n'ai jamais participé à leur permanence sociale. Chez Écolo, c'est pas vous êtes encore échevine pour quelques jours. Je ne tiens pas de permanence sociale parce que je ne veux pas faire naître de faux espoirs en fait, auprès des gens. Donc je suis à leur écoute, mais c'est très difficile de se retrouver face à un citoyen qui a des vrais problèmes. On veut l'aider, mais des fois, en fait, on ne peut pas l'aider si ce n'est lui rappeler ses droits, s'assurer que les droits ont été activés, s'assurer que les informations sont exactes, mais on ne peut pas faire de passe-droit. Si les élus locaux commencent à octroyer des passe-droits, ça ne peut pas fonctionner. Et donc nous, du côté de chez Écolo, c'est vrai qu'on est moins favorable à ces idées de permanence sociale, et traditionnellement, on en organise moins, parce qu'on ne veut pas se retrouver aussi dans des situations où on va vouloir aider, mais en fait, on ne sait pas aider. Alors, on va se pencher sur certaines communes, et notamment la commune de Scarbeck, où votre parti est candidat au pouvoir, où ça discute, ça n'avance pas. Quel est aujourd'hui l'état des négociations à Scarbeck? Et est-ce que ça dépasse le simple cas des élus de Scarbeck? Vous, comme coprésidente régionale, vous participez à ces discussions, notamment avec le PTB? Alors, toujours pas de fumée blanche à Scarbeck, malheureusement. Écolo essaye de faire le pont entre les différents partis présents. On parle avec tout le monde. L'idée est vraiment de pouvoir arriver à un gouvernement, à une majorité, à un collège au plus vite, parce qu'on approche du 1er décembre. C'est la semaine prochaine. Voilà. Oui, on approche dangereusement de la date où on est supposé avoir des collèges fonctionnels. Malheureusement, certains jouent trop le jeu d'exclusifs personnels, d'exclusifs de partis, qui empêchent les négociations. Vous, le PTB, comme coprésidente, c'est un parti fréquentable. Il y a des convergences entre Écolo et le PTB pour gérer une commune? Alors, le PTB est toujours considéré comme un parti démocratique. Ce n'est pas un parti antidémocratique et donc nous n'avons pas d'exclusive envers le PTB. On est à l'écoute. Si on est invité à des tables de discussion où ils sont présents, et voilà, on l'a vu dans certaines communes, en Wallonie et à Bruxelles, on y va et effectivement, on peut parfois trouver des terrains d'entente, comme avec n'importe quel autre parti. En fait, on n'est pas forcément d'accord. La proximité avec, et le soutien à des régimes dictatoriaux comme la Chine, comme Cuba, ça vous pose un problème, vous, comme écologiste, ou pas? Alors, au niveau communal, je pense qu'on est sur un autre niveau de débat.
Par contre, au niveau communal, le PTB est différent des colos sur toute une série de questions. Les My Good Move, la suppression de la suspension de la LES à l'échelle régionale. Il y a toute une série d'autres dossiers. Là aussi, vous êtes en profonde opposition avec le PTB depuis quelques années. Mais on est en profonde opposition avec l'EMR sur certains dossiers, avec le PS sur certains dossiers, avec les engagés sur certains dossiers. Ça ne nous empêche pas de devoir prendre nos responsabilités et d'aller former des majorités, de trouver des points communs avec un ensemble de partis. À Forêt, ils ont réussi à trouver des points communs. Quels sont les points communs entre le PTB de Forêt et Écolo Forêt, par exemple? Je pense qu'il y avait des points communs, en tout cas sur la nécessité de vouloir aider les plus fragiles. Il y avait aussi des volontés d'avancer sur la gouvernance, notamment. Donc il y avait un ensemble de points communs qui ont été mis en avant. Maintenant, je ne veux pas préjuger de l'accord de majorité qui n'est pas encore officiel, qu'on attend. Et on pourra vraiment voir de manière plus détaillée à ce moment-là les points de convergence. Mais en tout cas, ça avance bien, c'est qu'il y en a. S'il y a moyen de travailler avec le PTB dans des communes, pourquoi il n'y aurait pas moyen un jour de travailler avec eux à la région ou au fédéral? Alors, peut-être parce que les points de blocage seraient différents, notamment en matière effectivement de relations internationales où on pourrait avoir des blocages. Après, je pense que le niveau communal a cette particularité d'être dans ces débats, dans son approche des problématiques beaucoup plus pratico-pratiques. On va discuter d'une rue, on va discuter d'une place de stationnement, on va discuter d'une école, d'une crèche. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver des points communs au niveau communal. Et je tiens aussi à préciser que, au niveau, enfin, en tout cas chez Écolo, les majorités sont décidées par les membres. Et donc, au niveau des majorités communales, ce sont les membres des AG locales qui décident. Et donc, ce que vous dites, c'est que dans une commune comme XL, là d'où vous venez, ou je ne sais pas moi, à Uccle, où le PTB n'a pas déposé de liste, on peut imaginer que ça serait plus compliqué, effectivement. Donc, ça dépend vraiment à chaque fois des spécificités locales et de la volonté des membres de la locale dans cette commune. Alors parlons d'écologie. Ce sont les dernières heures de la COP29. Elle pourrait se prolonger à Bakou, en Azerbaïdjan. Zakia Khattabi, de votre parti, représente la Belgique. Alain Marron, de votre parti, représente la région bruxelloise. Il est question de répartition entre les pays riches et les plus pauvres, d'efforts financiers notamment. Dans quelle zone vous mettez la Belgique par rapport aux efforts financiers à faire pour sauver la planète ? Alors, on fait partie quand même des pays les plus riches. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, on doit, nous les Belges, faire plus d'efforts en faveur de qui? Pourquoi? En fait, la problématique, elle est mondiale. Donc, si on ne va pas aider des pays plus pauvres, ça va se retourner contre nous à un moment donné ou à un autre. La problématique du changement climatique, elle est mondiale. Les effets, c'est l'effet papillon, quelque chose qui va se passer, un réchauffement, un iceberg qui réchauffe. En Antarctique, les répercussions, elles vont avoir lieu partout. Donc, en fait, vouloir territorialiser cette problématique n'a aucun sens en termes de responsabilité. On est tous responsables, tout le monde doit faire des efforts. Et donc, tout le monde doit participer à la hauteur de ses moyens à la solution. Mais vous reconnaissez quand même que, on voit bien avec le résultat ne fût-ce des élections chez nous, que la LES, les normes d'isolation du bâti, toute une série de règles qui ont été fixées par la région bruxelloise pour correspondre à ces normes internationales ont été rejetées par les électeurs. Alors, comment est-ce qu'on défend le maintien, voire le renforcement de certaines de ces normes aujourd'hui, après une élection où l'électeur a fait un signal clair? Et donc, il y a quelques semaines, je pense que tous les citoyens regardaient horrifiés leurs écrans télévisés et la situation à Valence. Des inondations qui ont coûté la vie à plusieurs centaines de personnes et on ne compte pas les dégâts matériels et on ne compte pas en fait ce genre d'événements qui se démultiplient un peu partout. Et en fait, la réalité, elle est là. C'est vers ça qu'on va et on doit pouvoir agir. Alors peut-être qu'on n'a pas su l'expliquer, peut-être qu'il fallait aller plus doucement, peut-être qu'il fallait faire autrement, mais en tout cas, on n'a pas le choix d'aller dans ces directions. On se pose la question de la COP. C'est quoi la COP? Mais en fait, la COP, les décisions qui vont être prises là-bas, elles vont être après rapatriées au niveau de l'Europe. L'Europe va prendre des décisions et va imposer à ses États membres un ensemble de contraintes. Et en fait, vous parlez de la LES, des plans de mobilité, mais tout ça, en fait, c'est un moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'Europe dans le cadre des COP. Et donc, on ne peut pas, d'un côté, regarder la COP en se disant « j'espère que ces pays vont se mettre d'accord pour trouver une solution, pour rendre cette planète plus habitable », mais après, critiquer quand les gouvernements ne font qu'appliquer ces obligations, en fait, qui sont des obligations. On a une obligation de réduction des gaz à effet de serre de 47% d'ici 2030. C'est demain matin, en fait. Et donc, on doit vraiment mobiliser notre énergie pour défendre toutes ces politiques qui ont été mises en place. Et on peut faire croire aux gens qu'on peut attendre. On peut faire croire aux gens qu'on va revenir en arrière. Mais en fait, on ne va pas revenir en arrière parce que si on n'y va pas, comme c'est contraignant, il y aura des amendes et ça aura un coût.
réel aussi Il y a pour les quand même un citoyens. discours qui existe à l'échelle européenne de renégocier dans plusieurs États, de renégocier avec soit la Commission, soit le Conseil européen, certaines normes que les pays se sont auto-imposées. Est-ce que ça, on pourrait y souscrire, ne fût-ce que pour correspondre au nouveau calendrier régional bruxellois, Alors, par exemple? je ne pense pas que la région bruxelloise arrivera à imposer, en tout cas, ces modifications-là, parce que là, on parle vraiment d'objectifs qui ont été fixés il y a déjà un certain temps. Mais ça n'enlèvera pas le coût social et le coût humain de l'inaction et le coût économique de l'inaction. Je veux dire, je pense que Valence, les coûts humains, sociaux et économiques de ce qui s'est passé à Valence dépassent largement les coûts de ce qu'aurait coûté le fait de préparer la région et la ville à des phénomènes extrêmes. Votre nouveau duo de coprésidents, nouveau depuis quelques mois maintenant, évoque une écologie populaire. Comment est-ce que vous pouvez justement convertir ce discours que vous êtes en train de porter ici en disant oui, il faut des normes, il faut des obligations, il faut que les États se donnent les moyens et donc payent pour remplir leurs obligations. Quand on dit payer, c'est parce qu'on sait qu'il y a un coût d'investissement pour l'isolation, pour la conversion. Mais comment rendre ça populaire? Alors qu'on a vu que c'est notamment dans les quartiers populaires que les gens ont dit non, je ne peux pas changer ma voiture, non, je ne peux pas augmenter mes impôts pour financer, que sais-je, un métro ou une ligne de tram. Et donc c'est une vraie question de comment est-ce qu'on peut communiquer nos propositions et les rendre acceptables pour une partie de la population pour qui c'est moins entendable, qui ont des vraies difficultés. On a bien entendu, dans le cadre des plans locaux de mobilité, des personnes qui avaient des difficultés par rapport aux procédures mises en place. Et donc, on doit pouvoir aussi, nous, avoir l'humilité d'admettre que des fois, on s'est trompé, que quand on vient avec un programme, un projet, il faut pouvoir parfois le modifier. Après, c'était aussi de bon ton de la part de soit nos partenaires politiques ou de non-partenaires politiques de nous taper dessus sur ces sujets-là. Et donc, je pense que ça a aussi un petit peu nourri le débat. On est encore un peu sonné du résultat de l'élection. Est-ce qu'on a déjà procédé au processus de reconstruction, si je puis dire, chez Écolo et que vous allez devoir porter à l'échelle de la région? Alors, la procédure est en cours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on sait quelle direction on prend, puisqu'effectivement, on a un nouveau duo de coprésidents qui porte cette idée d'écologie populaire et qui a entièrement raison dans le fait de dire on doit se reconnecter au quotidien des gens, on doit pouvoir leur expliquer ce qu'on veut faire, comprendre leurs réticences, pouvoir travailler avec eux. Mais ça demande effectivement un travail de reconstruction qui est en cours. Et donc, la procédure est lancée. On doit se poser des questions sur notre organisation interne, sur la façon dont on communique, sur le choix de nos représentants, sur un ensemble d'éléments. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre peut-être un peu de temps, mais un temps qui est nécessaire, puisque si on veut pouvoir exister, si on veut pouvoir continuer à défendre nos idées et nos valeurs qui sont importantes, on va devoir aller de l'avant. Et en quelques secondes, Agnès Camus, vous étiez échevine, vous l'êtes plus que pour quelques jours. Ça va être quoi votre avenir en politique? Vous avez un mandat ici coprésidente, mais c'est bénévole, vous n'êtes pas parlementaire. Vous allez continuer à porter cette voix dans des médias comme BX1? Si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir. Je reste conseillère communale et donc je ne quitte pas la politique. Et donc j'aurai toujours mon mot à dire, en tout cas sur XL, et pendant encore quelques mois sur la région bruxelloise. Merci d'être venu répondre à ces questions et à celles que vous aviez posées via les médias sociaux de BX1. Le journal ce soir à 18h vous est présenté par Valérie Leclerc. Et puis demain, dans Les Experts, vous aurez rendez-vous avec deux bourgmestres. Je ne vous dis pas lesquels, surprise.